Bonsoir à tous et bienvenue donc sur le plateau du 18h installé ce soir au Congrès des maires de France. Voici les titres. François Fillon seul face à la révolte des élus locaux en l'absence de Nicolas Sarkozy, invité du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, accueilli par des sifflets. Le Premier ministre a défendu la réforme urgente de la taxe professionnelle, a-t-il dit, assurant que les ressources des collectivités locales ne baisseront pas. Renforcer le contrôle, y compris chimique, des délinquants sexuels libérés pour éviter le risque de récidive. L'Assemblée nationale se saisit d'un sujet qui concerne en premier lieu les maires. Pas de commission d'enquête sur les sondages de l'Élysée et leurs coûts, tranche la commission des lois de l'Assemblée nationale. Bernard Accoyer aura le dernier mot sur cette demande formulée, on le sait, par les socialistes. Il commence à en avoir l'habitude. François Fillon s'était heurté l'an dernier ici même à une bronca des maires sur l'obligation d'instaurer un service minimum dans les écoles. Tout à l'heure, vous l'avez suivi, le Premier ministre jouait donc gros. Il tentait de désamorcer la fronde des élus, vent debout, on le sait, contre la réforme de la taxe professionnelle. Dans une ambiance plus que tendue, il a annoncé quelques aménagements au dispositif sans renoncer à la réforme de fond censée soutenir la compétitivité des entreprises. Nous l'écoutons. Il ne s'agit pas de réduire les ressources financières des collectivités locales. Elles seront confortées. Écoutez, je crois que si vous acceptez d'écouter la démonstration que je vais vous faire, à l'issue de cette démonstration, vous pourrez naturellement exprimer, comme vous le désirez, votre approbation ou votre désapprobation. Il ne s'agit pas de redéployer les charges des entreprises vers les ménages. Les ménages ne sont pas affectés par cette réforme et je vais le démontrer dans un instant. L'objectif central du gouvernement, c'est d'alléger la charge fiscale qui pèse sur nos industries et sur notre tissu de PME en supprimant un impôt qui pénalise l'investissement et qui contribue à la dévitalisation de nos territoires. Et avant même son discours qu'il vient d'achever, donc il y a quelques minutes, François Fillon avait rendu visite ce matin au groupe UMP du Sénat, où Jean-Pierre Raffarin, on le sait, a fédéré une vingtaine d'élus hostiles à la version initiale de la réforme de la taxe professionnelle. Déjà pointé à droite une volonté d'apaisement au Sénat ce matin. Bérangère Dinglas. C'est au sénateur UMP que François Fillon a réservé la primeur de ses annonces sur la taxe professionnelle. Et les frondeurs, s'y remontés il y a quelques jours encore, ont l'impression d'avoir été entendus. Il semble avoir apprécié beaucoup plus qu'on ne l'a dit la position du Sénat et a tout à fait décidé à trouver une solution qui soit une solution qui convienne à la majorité sénatoriale et qui convienne en même temps donc très largement aux maires. Bien évidemment, nous sommes solidaires de la majorité, mais ce que nous souhaitons, c'est être entendus dans l'intérêt de véritablement l'ensemble des communes et des communautés de communes. Ça a commencé, on est à la moitié du parcours. Quant à Jean-Pierre Raffarin, il n'a pas pris la parole ce matin. Et s'il se refuse toujours à dire clairement s'il votera ou non le texte, il est satisfait des avancées. Nous avons aujourd'hui des portes qui sont ouvertes par le Premier ministre. Il faut aller plus loin, donner l'accord du gouvernement aux amendements de Philippe Marini. Et là, nous pouvons envisager une sortie de crise. Mais il reste du chemin à faire. Ce n'est pas aujourd'hui acquis. Si à l'UMP, certains n'ont guère apprécié le coup d'éclat de l'ancien Premier ministre et de ses amis, le président du groupe en tire un bilan positif. Moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il y a un vrai débat entre l'exécutif et le législatif et que le Sénat est complètement dans son métier. Même si le conflit semble désamorcé, ce n'est qu'au moment du vote qu'aura lieu l'heure de vérité. Voilà, et la gauche, de son côté, reste sur le pied de guerre, on l'a bien vu aujourd'hui. Martine Aubry, par exemple, est venue au Congrès des maires, elle a distribué des autocollants en territoires en danger. Au Parti socialiste, on dénonce plus que jamais une régression et un étranglement financier des communes. Laurent Fabius voit même le début d'une lame de fond. Marie Brémaud. Pour le retrait de la réforme, du projet de loi de la réforme territoriale. Le ton est donné dès l'entrée du Congrès, mobiliser le maximum de personnes et d'élus contre le gouvernement et son projet de loi. Les maires socialistes tentent de convaincre un par un, s'il le faut, leurs collègues les plus hésitants. Ils veulent la mainmise sur tout ce qui est la démocratie. C'est ça qui est gênant. Avec la réforme des collectivités territoriales et la suppression de la taxe professionnelle, l'opposition semble renouer là avec ses thèmes de prédilection qui font l'unanimité au sein du parti. On se rend compte que les services publics locaux, c'est-à-dire l'aide aux personnes âgées, aux handicapés, l'école, etc., vont être sanctionnés.
parce que c'est quand même les communes, les départements et les régions qui font l'essentiel de l'investissement public en France, et là on va les pénaliser. La tribune est trop belle pour la première secrétaire du parti. Martine Aubry, entourée de ses lieutenants, échange des poignées de main chaleureuses avec les élus à quelques mois des élections régionales, et c'est elle qui sonne la charge contre le chef de l'État. Il faut que le président de la République comprenne que la République ne lui appartient pas. Qu'on n'a pas le droit, après avoir charcuté les circonscriptions législatives, de changer un mode de scrutin pour récupérer des régions et des départements qui font, et c'est vrai qu'elles sont en règle générale de gauche et socialistes, qui font un travail que les Français apprécient. Nicolas Sarkozy, qui ne se rendra pas au congrès des maires cette année, a peut-être commis une erreur. Les socialistes venus en force semblent avoir gagné du terrain. Voilà, et on reprend ce débat très chaud, vous l'avez vu, avec nos invités dans un instant, le secrétaire d'État Henri Drincourt, le sénateur maire socialiste de Lyon Gérard Collomb, la vice-présidente centriste de l'Association des maires de France Jacqueline Gouraud et le fondateur du parti de gauche Jean-Luc Mélenchon. C'est un sujet qui concerne également en premier chef les maires, qui les divise également. Si tous s'accordent pour réclamer un meilleur suivi des délinquants sexuels à leur sortie de prison, la question de la castration chimique et d'un fichier fait débat. L'Assemblée nationale, on le sait, débat d'un nouveau texte relancé par le meurtre il y a 2 mois d'une femme à Milly-la-Forêt, meurtre par un récidiviste, Lise Pressac. C'était au début du mois d'octobre, le viol et l'assassinat de Marie-Christine Audeau relançaient le débat sur la récidive des délinquants sexuels et surtout sur leur suivi une fois sortis de prison. Son meurtrier présumé était revenu habiter dans la même commune que sa première victime. Le projet de loi présenté aujourd'hui prévoit d'interdire aux criminels sexuels de s'approcher du lieu de travail ou de résidence de leurs victimes. Mais certains députés UMP veulent aller plus loin. Ils veulent que le maire soit informé lorsqu'un condamné pour viol ou agression sexuelle s'installe dans leur commune. La plupart des maires de droite souhaiteraient pouvoir disposer de cette information. Ceux de gauche pensent qu'ils n'ont pas à le savoir. Si c'est quelqu'un qui a purgé sa peine, je crois qu'il faut faire confiance à la justice. Normalement, il devrait. On n'a pas à savoir ce genre de choses. C'est vrai qu'ils se ressaisissent bien en général, mais ils peuvent aussi rechuter, quoi. Donc voilà. Donc il faut être vigilant pour ça. Ils sont en revanche d'accord sur la confidentialité de cette information. Seuls les acteurs sociaux et les gendarmes doivent être prévenus, pas les habitants. Il faut que ça reste une information confidentielle parce qu'il ne faut pas que ces gens-là ensuite soient livrés à la vindicte populaire. C'est pas que montrer du doigt, c'est aussi de savoir à partir du moment où ils sont dehors, c'est de pouvoir les suivre et de pouvoir éventuellement les soigner. Si jamais il a des activités avec les enfants, dans des associations, il faut qu'on soit informé de manière à ce qu'on soit vigilant et attentif. Pour les maires, pas question en effet de tomber dans un système à l'américaine où il suffit d'un simple clic sur Internet pour savoir où habitent les délinquants sexuels. Voilà la suite du 18h, tout de suite. Oui ou non, François Fillon a-t-il calmé la révolte des élus? On voit ça avec nos invités. Nos invités, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Henri Drincourt, bonsoir, merci d'être avec nous. Avec nous également Jacqueline Gouraud, sénatrice maire centriste de la Chaussée Saint-Victor dans le Loir-et-Cher. Vous êtes également, je le disais, vice-présidente de l'Association des maires de France. Avec nous également Jean-Luc Mélenchon, député européen, ancien sénateur et fondateur du parti de gauche. On attend dans une minute le sénateur maire socialiste de Gérard Collomb qui est très remonté, lui, contre cette réforme. Territoire en danger, je vous le disais, clame le parti socialiste sur les calicots qui ont été distribués ici toute la journée. Voici monsieur le sénateur maire de Lyon qui arrive et qui s'installe à côté de Jean-Luc Mélenchon. Ils auront d'autres choses à se dire peut-être sur l'état du PS à la fin de cet entretien. Alors, commençons par vous. Monsieur Collomb, est-ce que vous êtes moins inquiet ce soir après le discours et les annonces du Premier ministre? Écoutez, honnêtement, moi j'étais prêt à écouter les annonces. Je n'ai rien entendu de nouveau par rapport à ce qui était discuté aujourd'hui. Sur la taxe professionnelle, par exemple, moi je sais que ma taxe professionnelle, c'était 523 millions d'euros. Je l'ai fait calculer avec la réforme, c'est 249 millions d'euros. Vous comprenez que ça ne me laisse pas tout à fait indifférent. Alors, Henri Drincourt, vous pouvez répondre sur ce point, puisqu'on a entendu François Fillon dire qu'il avait fait une longue énumération, assez technique d'ailleurs, de tous les autres impôts, en disant qu'ils allaient compenser la perte que déplore le maire de Lyon. Que lui répondez-vous?
Je réponds deux choses. La réforme de la taxe professionnelle elle est quelque chose d'extrêmement technique parce que depuis 30 ans, elle a été modifiée à d'innombrables reprises et on peut difficilement imaginer la réformer sans qu'on donne des explications qui elles-mêmes soient un peu techniques. Deuxièmement, j'ai le regret de dire à mon ancien collègue du Sénat, non, ne me coupez pas la parole, ça vous ennuie pas. Est-ce que mon collègue est d'accord avec mes chiffres? Non, je désavoue complètement les chiffres que vous avez donnés. Vous aviez 523 millions de taxes professionnelles, vous aurez 523 millions de taxes professionnelles. On ne peut pas continuer comme ça, impunément, à raconter des histoires aux Français. Monsieur Collomb, lisez les textes, écoutez ce que dit le Premier ministre, écoutez les travaux de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, et vous saurez que vous aurez le même niveau de taxes professionnelles et vous aurez même conservé le même taux d'autonomie fiscale pour voter vos impôts. Bien sûr que oui. Ma collègue pourrait le dire, puisque le Premier ministre l'a dit lui-même. Non, il n'a pas dit ça. Vous avez eu un amendement de Gilles Carrez qui fait qu'aujourd'hui, les communautés urbaines, le bloc communal, n'a plus que 20% sur la cotisation complémentaire. Qu'est-ce qu'il a dit le Premier ministre? On va essayer de le faire monter à 60%. C'est ce que demande l'Association des maires de France. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être gagné. Et je n'ai pas entendu le Premier ministre dire cela. Si, le Premier ministre, il a dit exactement cela. Aujourd'hui, dans l'état actuel du texte voté par l'Assemblée nationale, vous avez la garantie de percevoir le même niveau de taxes professionnelles. Deuxièmement, dans le texte, il y a 20% de restitution de la cotisation complémentaire. C'est vrai. L'Association des maires de France demande plus. C'est vrai. Ce thème est en débat aujourd'hui au Sénat. On verra ce qu'il en sera à la sortie. Le Premier ministre l'a dit, il a même dit qu'il était ouvert au débat. Alors Jacqueline Gouraud, intervenez non pas comme arbitre, mais quel est votre sentiment à vous? Est-ce que vous êtes rassuré ou est-ce que vous êtes sur la même ligne que la première chose que je dois dire, Monsieur le ministre, nous n'allons plus toucher la même somme de taxe professionnelle parce qu'elle va être supprimée. Ça, c'est le premier point. Donc, nous n'allons plus la toucher. Cette taxe professionnelle va être remplacée par un impôt économique nouveau qui aura deux parties. Une partie locale sur l'immobilier d'entreprise qui sera effectivement déterminée dans son taux par les collectivités locales, mais une partie sur la valeur ajoutée qui est déterminée nationalement par le gouvernement et sur lesquels les collectivités locales n'ont plus aucune marge de manœuvre. Mais est-ce que la somme sera la même au bout du compte? Elle ne sera pas la même, non. Le résultat ne sera pas le même, Monsieur le Ministre. Elle sera la même. Monsieur le Ministre, si vous permettez. Non, mais on ne peut pas dire que ce ne sera pas la même. Monsieur le Ministre, ce sera la même somme que recevront les collectivités locales, mais cette somme sera la même du fait d'une compensation par l'État. On est bien d'accord. Mais si, alors ça change quoi fondamentalement, Jacqueline Gouraud? C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai non plus, Henri Drincourt. C'est pas vrai. Parce que je regrette infiniment. Gérard Collomb, Jacqueline Gouraud disent qu'ils perdent leur autonomie, leur indépendance financière. Là également, vous dites c'est pas vrai. Le taux d'autonomie des collectivités locales, des maires aujourd'hui, des communes est de 62%. La réforme achevée, elle est de 61,5%. Donc, on ne peut pas dire que la compensation se fait à partir de dotations budgétaires. La compensation se fait, cher ami, à hauteur d'1,2 milliard par une compensation budgétaire, c'est vrai, pour les 10 milliards supplémentaires par des impôts transférés dont vous voterez vous-même les taux. Alors reconnaissez ça et puis après on Monsieur discute. le ministre, je n'ai jamais dit le contraire. Ah bon, dites-le clairement. Gérard Collomb a envie de dire le contraire du ministre. J'ai dit qu'il y avait une compensation de l'État, vous m'avez dit que ça n'était pas vrai. Oui, 1,2 milliard sur 10. Donc il y a une compensation de l'État. Je vais essayer d'expliquer très calmement ce qui se passe dans ma collectivité locale et dans bien d'autres. La taxe professionnelle, c'était 523 millions d'euros. Je n'aurai plus entre la CLA, c'est-à-dire la nouvelle taxe sur l'immobilier, et la cotisation complémentaire, les 20%, je n'aurai plus comme recette que 249 millions d'euros. En compensation, j'aurai une part ménage qui s'élève à 125 millions d'euros et donc j'aurai le différentiel en compensation qui s'élève à 139 millions d'euros. Ce ne sont pas des phrases, ce sont des chiffres qui ont été calculés, vous permettez, à la communauté urbaine de Lyon. On a quand même des financiers qui s'y connaissent un tout petit peu
Et lorsqu'ils font des simulations, ce sont des simulations exactes. Ça veut dire quoi pour la ville de Lyon ? C'est comme cela que je fais mon budget de l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire pour la ville de Lyon et les Lyonnais, j'ai envie de dire plus d'impôts ou moins et moins de projets ? Ça veut dire moins de projets effectivement à terme, mais plus grave. On nous dit que la réforme de l'impôt est pour promouvoir le développement économique. Mais, par exemple, entre l'ancien impôt et le nouvel impôt, pour ce qui concerne les services, aujourd'hui, on va payer la moitié, les services vont payer à la communauté urbaine la moitié des impôts qu'ils payaient avant. Les industries ne vont plus en payer qu'un quart. Moi, je vais avoir quel intérêt ? Eh bien, de développer le tertiaire supérieur et le logement plutôt que de développer un certain nombre d'industries. Par exemple, j'ai la vallée de la chimie chez moi. Mes concitoyens demain, ils vont me dire, la vallée de la chimie, vous savez, avec Solèze, la Torchère, ils vont me dire, 1, ça pollue, 2, on est dans des zones Céveso de protection de risque, 3, on ne peut plus vendre nos maisons, déménager la vallée de la chimie. Un mot du ministre et puis Jean-Luc Mélenchon. Oui, je pense que la démonstration de M. Collomb eût été plus convaincante si, lorsqu'il l'a faite, il avait pris la peine de citer les impôts qui vont être transférés à la communauté urbaine de Lyon et qui aujourd'hui viennent dans les caisses de l'État. Voilà. Et donc, à partir de là, effectivement, vous aboutissez au même chiffre qu'avant, simplement pour des raisons politiques et politiciennes assez dérisoires, vous faites une présentation qui est totalement partielle et partiale de l'arrêté. Mais les comptes, je veux sur la table, pour la communauté urbaine de Lyon, le ministre avec les gens de la Direction générale des collectivités locales, moi avec mes services, et on verra qui aujourd'hui on verra, et en plus il y aura bien dans l'erreur. Jean-Luc Mélenchon. Non, mais attendez, deux choses. D'abord, on a les simulations, bien évidemment. Et deuxièmement, sera inscrit dans la loi, à la fois pour 2010, et comme le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, pour 2011 et au-delà, tous les éléments de nature à rassurer M. Collomb. Jean-Luc Mélenchon, vous n'êtes pas élu local ici, je le rappelle. Je ne le suis plus, mais je l'ai été assez longtemps pour savoir que les craintes de Gérard Collomb méritent mieux que d'être traitées d'un revers de main. Jean-Luc Mélenchon, vous avez entendu François Fillon très attentivement tout à l'heure. Il a justifié sa réforme fiscale par la nécessité de soutenir l'industrie française qui perd des parts de marché. Il a rappelé qu'il fallait lutter contre les délocalisations. Je suppose que vous, particulièrement, vous êtes sensible à cet argument. Ah ben bien sûr. Alors, que répondez-vous à ce projet gouvernemental ? D'abord, il faut être là pas idéologique, ce qui est son cas. Son cas, c'est de penser que plus on diminue les impôts sur les sociétés, moins il y aura de délocalisation. La preuve du contraire a été faite depuis longtemps, mais je vais en donner un exemple en partant des finances locales, puisque c'est de ça dont nous parlons. La taxe professionnelle comportait dans le passé, raison pour laquelle on l'avait traitée de taxe imbécile, oui, il s'agissait de la part qui reposait sur les salaires. Cette part, nous l'avons supprimée à partir de 1999 sous l'autorité du Premier ministre Lionel Jospin. Puis elle a été définitivement effacée à partir de 2003. Le Premier ministre d'un côté, le Président de la République d'un autre, disent que l'emploi industriel a régressé de 500 000 emplois depuis 15 ans. C'est inexact pour la raison suivante. La taxe professionnelle avec sa part assise sur les salaires existait depuis 1975 et les emplois industriels ont été à un pic en 2001. Ils n'ont commencé à régresser qu'à partir de 2003. C'est-à-dire lorsqu'il y avait le plein exercice de la diminution de la part salaire. J'espère que tout le monde a suivi. Oui, c'est un peu technique. Oui, c'est un peu technique, mais les problèmes sérieux le sont souvent, cher ami. De rien faire, on ne peut pas faire que des bons mots. Face à cette situation aujourd'hui. Michel Grossior, écoutez, si ça peut vous intéresser un instant, les faits de gestion. Parce que la gestion, c'est quelque chose de concret, c'est pas des... Bon. Je suis en train de vous expliquer que la dernière fois que quelqu'un a prétendu supprimer une part d'impôt pour favoriser les relocalisations, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que depuis 2001, la part d'emploi industriel dans le pays a baissé, alors que la part salaire sur la taxe professionnelle baissait. Premier point. Ce n'est pas le seul point intéressant du discours du Premier ministre, et les élus, notamment ruraux, auront dû entendre un moment où, en dépit du fait que d'aucuns sifflaient, le Premier ministre a dit qu'il allait mettre en place une charte des services publics au niveau local. C'est la deuxième fois qu'il en existe une, parce qu'auparavant, M. Raffarin avait promis d'en faire une. Il a été bousculé à ce moment-là. Et comme les collègues criaient dans la salle, et comme ça sifflait, le Premier ministre a rajouté
que les termes de la charte seraient dorénavant opposables aux administrations. Ce qui signifie que lorsque l'on fermera une poste, lorsque l'on fermera un tribunal, lorsqu'il en reste encore à fermer, lorsque l'on fermera une quelconque des administrations, si c'est dans la charte, chers collègues élus, vous pourrez vous y opposer parce que ce document sera opposable. Je n'en crois pas un mot. Je vous le dis comme c'est un bobard de congrès. Alors, c'est un bobard, Henri Drincourt. Sur la taxe professionnelle, depuis l'origine, elle est composée au fond de 3 paramètres. Le foncier qui demeure, les salaires qui ont été, la part salaire qui a été supprimée, comme vient de le rappeler Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années, par M. Strauss-Kahn, et oui, mais absolument, et la part investissement que nous entendons supprimer à partir de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que, comme l'a très bien dit le Premier ministre, nous nous situons dans une perspective de compétitivité de nos entreprises. Nous voulons absolument préserver le tissu industriel français. Je pense qu'il faudrait qu'on ait bien présent à l'esprit quelque chose de très important qui vient de se dérouler, c'est la situation politique en Allemagne. Madame Angela Merkel vient d'être reconduite à la tête de son gouvernement avec les libéraux. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Première mesure, de diminuer de 24 milliards d'euros les impôts qui pèsent sur les entreprises. Quel est le premier fournisseur de la France? L'Allemagne. Quel est le premier client de la France? L'Allemagne. Quel est le premier concurrent de la France? L'Allemagne. Alors si on reste à l'écart, replié sur nous-mêmes par rapport à ce qui se passe autour de nous, eh bien, il est bien évident qu'à l'arrivée, on aura plus beaucoup de discussions à avoir sur la taxe professionnelle ou pas taxe professionnelle. On ne sera plus compétitif et notre tissu industriel ira se déliter. Alors là, vous faites réagir, hein, Jean-Luc Mélenchon également. Et on reviendra au service public dans une seconde. Un mot, Gérard Collomb. Sur les problèmes économiques. Oui. Moi, je suis de ceux qui soutiennent le développement économique de notre pays et l'agglomération lyonnaise. Depuis 6 ans, par exemple, est classée première pour la création d'entreprises. C'est elle qui a le plus de pôles de compétitivité. Pourquoi? Parce que nous travaillons aujourd'hui de manière étroite pour développer ce tissu économique entre les entreprises et les pouvoirs publics. Mais si demain, nous n'avons plus d'argent, alors je peux vous dire que les pôles de compétitivité, au niveau de l'agglomération lyonnaise comme des territoires, c'est quelque chose qui va péricliter et vous n'aurez pas relancé l'économie française, vous l'aurez détruite à la base. Et pourquoi vous continuez à faire peur aux gens en disant qu'il n'y aura plus d'argent, puisque les collectivités locales auront exactement les mêmes sommes d'argent? J'ai essayé d'expliquer, alors lisez les textes, J'ai essayé d'expliquer au président de la République. Je n'ai pas été... Ah oui, vous l'avez vu récemment. Hein. Oui, je l'ai vu il y a 15 jours. J'ai essayé de lui expliquer cela, en disant que moi, je souhaitais qu'il y ait une réforme qui soit bien pour notre pays. Et je lui ai expliqué comment, effectivement, en faisant la réforme qu'il fait, c'est-à-dire le fait que la communauté urbaine de Dunkerque, celle de Fos-sur-Mer, celle de Montbéliard, perdent les 2/3 de leurs ressources, il était en train de détruire le tissu urbain. Vous avez l'argumentaire de l'association des maires des grandes villes qui est pluraliste, de droite et de gauche. Regardez même centriste avec Jacqueline Gouraud. On lui donne la parole. Vous n'avez pas été entendu donc par le président de la République. Monsieur Collomb, vous-même, vous n'avez pas écouté et entendu quand il vous a fait une offre dans le cadre de l'ouverture. On en reparlera à la fin. Je n'ai pas cru devoir l'accepter. On en reparlera à la fin de l'entretien. On fera réagir également Jean-Luc Mélenchon, qui a parlé du bobard concernant la défense des services publics avec ce droit opposable. Qu'est-ce que vous dites à cela, Jacqueline Gouraud, et que répondez-vous, Henri Drincourt, là, puisque vous êtes très combatif ce soir quand vous entendez parler de bobard. Alors d'abord, Jacqueline Gouraud, comment est-ce qu'elle a ressenti les choses, elle qui est une élue La première chose, locale. sur cette histoire de taxe professionnelle, je voulais qu'on avance un peu. Oui, mais enfin, c'est un dialogue de sourds, parce que en réalité, les deux personnes disent Monsieur Collomb dit la vérité quand il dit que l'impôt économique va moins rapporter. Si, c'est vrai. Et quand le ministre Rincourt dit qu'on va toucher la même chose, c'est vrai.
Parce que il y a des compensations, donc il faut parler un langage de vérité, c'est tout. Enfin, on ne demande rien d'autre qu'un langage de vérité. Et il y a des compensations qui sont apportées par des nouveaux impôts, par des transferts d'impôts d'autres collectivités vers les communes et les intercommunalités, et par une compensation de l'État que vous avez fini par reconnaître tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est aussi simple que cela. Et ipso facto aussi, la fiscalité mixte est créée dans les EPCI, et donc on sait très bien précisez, soyons explicites, parce que là, mixte, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, dans beaucoup d'intercommunalités, c'était la taxe professionnelle qui était, voilà, unique, était la ressource des intercommunalités, et maintenant il va y avoir une taxe additionnelle, c'est-à-dire un impôt sur les ménages. Vous voulez me répondre sur le bobard, selon Jean-Luc Mélenchon, concernant la défense des services publics? Je crois que, si vous voulez, et on l'a entendu dans la salle, il y a des trucs qui marchent plus, quoi. C'est-à-dire, non mais voilà, je veux dire par là, c'est très gentil les antennes, le téléphone, l'ADSL, etc. D'ailleurs, ça devenait insupportable pour la salle. Comment vous dites la politique? Comment vous avez dit? C'est François Fillon, surtout. Les services publics en milieu rural, c'est ça? Oui. La charte. Le droit opposable. Voilà. Alors, moi, je me rappelle que le vice-président qui s'est occupé de ça dans l'ancien mandat des maires a été battu parce qu'il s'est beaucoup, il a beaucoup défendu cette idée avec beaucoup de courage. Et puis finalement, ça lui a rien rapporté. Je crois que il y a une réalité territoriale. On n'a pas besoin les assises, tout ça. On en a, je dirais, un peu par-dessus la tête. Voyez, les élus ruraux ont besoin de concret, ont besoin de ressources pour faire vivre leur territoire, et ils ont besoin de messages et de décisions concrètes pour pouvoir faire face, je dirais, à la demande de leurs concitoyens. Et ils ont besoin de présence de services publics. Et il y a toujours un delta, je dirais, entre ce que l'on dit au niveau national et ce que l'on vit localement. Par exemple, nous venons de voter une loi sur la Poste. Oui. Bon. Finalement, le changement de statut de la Poste, après tout, pour des esprits ouverts, éclairés, on nous explique qu'il faut que la Caisse des dépôts et consignations puisse mettre de l'argent. Pourquoi pas? Mais quand vous êtes sur le terrain, pas du tout ce qui se passe. Vous avez des fermetures de postes non concertées qui sont faites. Et ça ne peut plus durer. D'accord. Henri Drincourt, est-ce que vous estimez que, on a vu donc le Premier ministre monter au front, est-ce qu'il a fait aussi bien que Nicolas Sarkozy qui n'est pas venu cette année? Premier élément, je voudrais dire à Jacqueline Gouraud que pour la première fois, on vient d'inscrire dans la loi que le Sénat vient de voter sur la réforme de la Poste, que les 17 000 points Poste devaient rester. C'est la première fois que c'est écrit dans la loi. J'ai pas dit le contraire. Ah bon, mais fallait le préciser, c'est mieux. J'ai pas dit le contraire. Deuxièmement, sur ce que tout le monde continue à appeler des compensations, 92% des compensations, ce sont des compensations fiscales, et les collectivités locales auront la possibilité, comme aujourd'hui pour les autres impôts, d'en voter les taux. Bon. Troisièmement, je veux vous rappeler, Monsieur Grossior, puisque vous m'avez posé la question, que le président de la République est aujourd'hui en Arabie Saoudite et que je crois qu'il était important qu'il s'y rende, qu'ensuite il ira directement au sommet européen qui va... C'est pas vrai ? Jacqueline Gouraud, vous avez... Il ira au sommet européen qui va choisir le président... voit l'absence du chef de l'État comme une dérobade. Non mais j'ai pas fini. Qui va choisir le président de l'Union européenne en application enfin du traité de Lisbonne, et que le président de la République a invité vendredi matin à l'Élysée des représentants des bureaux de toutes les associations départementales des maires. Irez-vous, Jacqueline Gouraud? Irez-vous, Gérard Collomb? Oui, non? Non, moi je n'irai pas. Ah, pourquoi? Je n'irai pas parce que je suis solidaire des autres maires, et je pense, et je reconnais au Premier ministre le fait d'être venu ici, aujourd'hui, et d'avoir expliqué sa politique. Et je trouve, si vous voulez, que quand on a un président de la République qui nous a habitués à être partout à la fois tous les jours, on comprend pas bien, n'est-ce pas, comment il peut pas être là pendant 3 jours. Gérard Collomb, vous irez vendredi matin à l'Élysée, vous y retournerez? Écoutez, moi, vous serez pas tout seul, là, hein, que Monsieur Fillon a fait au somnifère ce que le président de la République aurait fait au taser. C'est-à-dire, finalement, le même projet, la même réforme. Si ça doit pas bouger
moi je veux bien aller voir si on en discute sérieusement, s'il doit y avoir des avancées. Mais si c'est simplement pour manger les petits fours de l'Élysée, vous savez, finalement, la gastronomie lyonnaise, c'est pas mal déjà. Monsieur le ministre. Et donc moi je veux discuter sur le fond des dossiers. Henri Drinko, vous pouvez peut-être nous dire s'il y aura des éléments nouveaux vendredi matin, en plus de ce qu'a annoncé le Premier ministre aujourd'hui, non? Ça, je ne vous le dirai certainement pas. Ah Deuxièmement, bon, pour les inciter à venir. Non, parce qu'ils font absolument ce qu'ils veulent. Chacun est libre, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas un souci. Je vois mal comment, après tout le travail qui a été accompli ces derniers jours entre les membres du gouvernement, avec le Premier ministre et le Président de la République, celui-ci pourrait tenir vendredi matin un discours différent de celui qu'on a entendu cet après-midi, qui répond, me semble-t-il, d'une manière très précise à la plupart des questions qui ont été posées par l'Association des maires de France. Alors je vous donne la question du jour avec notre partenaire, le nouvelobs.com. Approuvez-vous la colère des maires? 86% de oui, il y a à peu près 500 votants. Il nous reste quelques minutes, peut-être pour parler de la situation au Parti Socialiste. Jean-Luc Mélenchon a déjà... Je ne suis pas membre du Parti Socialiste. Écoutez, moi je suis venu parler avec vous de fiscalité locale. On a terminé le sujet sur la fiscalité locale. Vous avez décidé, pas moi. Et comme le Parti Socialiste, ça m'intéresse pas, vous parlez avec ceux qui sont socialistes. Très bien. Bon, c'est dommage, on aurait pu... Jean-Luc Mélenchon, il nous reste 3 minutes, donc on peut peut-être parler d'autres sujets. Jacqueline Gouraud. Moi, je vais poser une question au ministre, puisque c'est une question auquel le Premier ministre n'a pas répondu. C'est sur le taux unique, sur la valeur ajoutée. Le taux national, vous savez qu'il est progressif selon le chiffre d'affaires des entreprises et que l'ensemble des associations d'élus souhaitent un taux unique au regard, bien sûr, de l'équité des territoires. Donc là, le Premier ministre n'a pas du tout abordé ce sujet. Et puis, je me permets, en posant cette question, vous dire que je suis pas d'accord quand vous dites que les maires auront 96% de pouvoir sur la capacité des taux. Ça, je crois vraiment... Vous avez dit ça, là, tout à l'heure. J'ai dit que le taux d'autonomie fiscale des communes avant réforme était de 62%, qu'après réforme, dans l'état actuel du texte voté par l'Assemblée nationale, il serait de 61,5%. Et j'ai dit, j'ajoute, mais non, c'est pas faux. Mais non, c'est pas faux. Mais non, c'est pas votre faux. micro, monsieur Et deuxièmement, j'ai dit, chère Jacqueline Gouraud, qu'effectivement, par rapport à la taxe professionnelle telle qu'on en étudie aujourd'hui la suppression et son remplacement, 92% du remplacement de ce qu'on appelle la compensation de la taxe professionnelle se ferait par transfert d'autres impôts et on en revient toujours à mon 1,2 milliard de dotations budgétaires supplémentaires par rapport aux 11 milliards de taxes professionnelles. Gérard Collomb, le problème dans tous les sens, les chiffres sont quand même têtus. Monsieur de Rincourt procède uniquement par affirmation. Bah oui, vous lui regardez, il fait nuit. Oui. Il vous dit une première fois, il fait jour. Une deuxième fois, il fait jour. Vous me prenez pour une troisième fois, mais non, je ne vous prends pas pour un imbécile. Mais nous-mêmes, ne nous prenez pas pour des simples d'esprit. Mais je vous dis de dire la vérité. Or, depuis un certain nombre de jours, nous sommes inondés par une propagande effrayante du Parti Socialiste si vous voulez qui commence sérieusement à dépasser les bornes. C'est ça ce que je veux dire. Moi, j'ai lu la lettre que M. Fabius et Mme Guigou ont envoyée aux élus socialistes pour leur dire de venir à 14 heures pour prendre du matériel de manifestation pour empêcher au Premier ministre de s'exprimer. Tout ça, on l'a vu. Donc on n'est pas dupe de tout ça. Je ne représente ni Mme Guigou, ni M. Fabius. Vous avez reçu cette lettre ? J'essaye de me représenter moi-même. Est-ce que vous avez reçu ce qui est déjà pas mal. Vous avez raison, surtout au Parti Socialiste, vous avez raison de vous représenter vous-même. Vous avez reçu cette alerte de Gérard Collomb ? Chacun, aujourd'hui, on est dans un tournant extrêmement fort. Qu'il y ait des débats qui traversent les grandes familles politiques. Un tournant extrêmement fort, qu'est-ce que vous voulez dire ? On entend Monsieur Fabius parler de lame de fond. Qu'est-ce que vous évoquez sur ce mouvement de révolte des élus locaux. Vous avez vu le sondage que vous avez fait. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à la fois, les élus, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre, et puis très largement les citoyens, ils pensent la même chose de cette réforme des collectivités locales, et ils en pensent pas du bien. Et vous allez avoir beaucoup de mal si effectivement le Sénat ne fait pas, jeudi, évoluer beaucoup les choses. D'abord, pour ce qui concerne la taxe professionnelle, à les persuader que c'est une bonne réforme pour le pays.
Alors, il reste 2 minutes en l'absence de Jean-Luc Mélenchon qui est parti. Un peu de politique, hein, Gérard Collomb, vous êtes partisan d'une grande alliance, hein, comme l'on dit, allant des socialistes aux centristes, ici représenté par Jacqueline Gourault. Avec Mme Gourault, il n'y aura aucun problème. Il n'y aurait aucun problème. Justement, alors quelle est cette gauche ou cette grande alliance dont vous rêvez qui serait adaptée aux réalités d'aujourd'hui? Et puis Henri Drincourt pourra également répondre. Si vous voulez, c'est simple. Est-ce qu'on se trouve dans une majorité qu'on en partage les grandes orientations? Moi, je ne dis jamais que sur tous les points, c'est l'enfer ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Je ne suis pas dans ce manichéisme. Mais sur les grandes lignes, je suis opposé. Je pense qu'il y a besoin d'une politique différente. Si on veut faire passer une politique différente, bah c'est clair, hein, faut quand même quelque part faire une alliance qui soit majoritaire dans le pays. Ou bien nous continuerons comme cela, même si effectivement les idées actuelles sont minoritaires dans le pays. Jacqueline Gourault, vous signez? Bien sûr, oui, bien sûr je signe. Ah. Mais j'aurais voulu que M. Drincourt me réponde sur mon taux de taxe professionnelle. Oui. Sur l'impôt national et sur le taux. Le Premier ministre a dit tout à l'heure que justement c'était cette semaine au Sénat que cette question serait réglée. Mais oui, parce que, je précise, chère Jacqueline, qu'à l'Assemblée nationale, ce qui a été traité, c'est le pôle concernant les communes et l'intercommunalité, et qu'on laissait au Sénat le soin de régler la question relative aux départements en région, et donc justement, et donc non, parce que le pôle département commune, c'est la territorialisation, c'est le vote par les collectivités locales. Le taux national, mais si, le taux national, il s'appliquera sur le pôle département commune. Voilà, on va s'arrêter là. Alors là, c'est s'applique sur l'ACC, qu'il soit aux communes, à l'intercommunalité. Sur la valeur ajoutée. Allez, sur la valeur ajoutée. La polémique est politique et on l'a vu, le débat est aussi très technique. Merci à tous d'avoir participé à cette édition du 18h. Hein, pour le Sénat, Monsieur le Ministre. Allez, donnez-vous rendez-vous pour d'autres débats. Dans un instant, Déshabillons-les, l'émission d'Hélène Risser qui, vous le savez, décrypte les relations entre les hommes politiques et les médias. Exceptionnellement, vous retrouverez Conversation d'avenir ce soir à 23h15. Prochain point également de l'actualité, vous le savez, sur Public Sénat à 22h avec Sonia Mabrouk. Bonsoir à tous.